Merci de votre fidélité à cette édition hebdomadaire. Dans ce journal, nous reviendrons sur la réunion du comité de haut niveau sur la Libye qui s'est tenue ici à Brazzaville. Nous parlerons également de l'appel lancé par les organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie qui exige la libération des 5 activistes de la société civile congolaise. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Sans plus attendre, ouvrons ce journal en parlant du gouvernement de la République qui lance en ce mois de février un projet triennal en vue d'éradiquer le pion et la lèpre qui constituent aujourd'hui des véritables menaces pour la population dans quelques départements du pays. Vincent de Paul Koubemba. 7 départements sur 12 que compte le Congo sont touchés par des cas de la lèpre, avec un taux d'incidence respectif de 127 cas et de 1008 cas pour 100 000 habitants. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le gouvernement, par le biais de la ministre de la Santé et de la Population, a rendu public un message au cours duquel elle a lancé le projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Outre la lèpre, une autre maladie tropicale, négligée, MTN en sigle, fait aussi des ravages, ceci par son expression cutanée. Au plan national, en 2009, la maladie a eu un taux d'incidence de 4,8 cas pour 100 000 habitants. Les MTN en général, la lèpre et le pion constituent des véritables menaces pour la population dans plusieurs départements du pays, dans la Likoala et la Songa. Elles ont un taux d'incidence cumulé de 70,8 cas pour 100 000 habitants. En cette année 2020, le gouvernement a pris l'engagement d'entreprendre. Au Congo, au terme de l'année 2019, les services de santé ont pris en charge 536 cas de lèpre, dont 458 étaient des nouveaux cas. Le taux d'incidence nationale annuel a été de 8,8 cas pour 100 000 habitants contre 4,5 en 2018, 4,9 en 2017 et 1,8 en 2016. Ce jour de célébration mondiale est l'occasion pour le gouvernement de la République du Congo de réaffirmer son engagement à entreprendre une intensification de la lutte contre les maladies tropicales négligées à travers un renforcement des ressources humaines et logistiques pour une incidence plus faible, un dépistage plus précoce, moins d'invalidité et une prise en charge plus complète. Dans le mois de janvier 2020, le gouvernement lancera un projet triennal en vue d'éradiquer le pion et la lèpre. Ce projet sera mené en partenariat avec l'OMS et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCIAG en cycle. L'objectif visé par le projet est de contribuer significativement à l'élimination, au contrôle et à l'éradication de ces MTN, ce conformément au plan stratégique national contre le MTN, tout en tenant compte des recommandations formulées par l'OMS qui n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être de la population. Tous ensemble unis contre la lèpre et le pion au Congo. Et puis le panel des syndicalistes des ministères des enseignements dénonce le non-respect par le gouvernement des engagements pris en ce qui concerne l'amélioration de la situation sociale des enseignants fonctionnaires bénévoles et volontaires. Ils l'ont fait savoir au cours d'une assemblée générale tenue dans la capitale. Morel Mabeli. Le panel des syndicalistes des ministères des enseignements que préside Daniel Ngami monte au créneau. Ce panel a constaté que bien que le gouvernement a publié le texte d'application du statut particulier des agents des ministères des enseignements, mais la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants des primes et indemnités dues à ces enseignants tarde à être publié. Ce panel des syndicalistes des ministères des enseignements a constaté également que les quotas alloués au ministère des enseignements ne convergent point avec les besoins exprimés en enseignants
actifs, soit 20 000 enseignants actifs déficitaires pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et près de 2 000 pour le ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Sur le rétablissement des salaires des enseignants réintégrés, le panel des syndicalistes des ministères des enseignants constate aussi que 9 ans après, les salaires ne sont pas toujours rétablis, et ce, nonobstant l'existence d'une panoplie de recommandations du Comité national du dialogue social. Daniel Ngami. Sur le paiement trimestriel des rappels de sorte d'activité dus aux enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé sa suspension unilatérale depuis 2014 par le gouvernement de la République et oblige celui-ci à honorer à cet engagement souscrit vis-à-vis des enseignants quand on sait que la dette intérieure de l'État est en plein paiement, notamment pour les besoins de paix scolaire. Sur l'harmonisation de tous les textes d'intégration des enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé l'égarement des derniers textes dans le circuit d'approbation depuis plus de 3 ans et exige leur publication dans les plus brefs délais. 7 points étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale du panel des syndicalistes des ministères des enseignements. Et puis allons à la découverte de l'hôpital de Dieu situé au quartier Mukondo-la-Base, ici à Brazzaville, où les patients sont soignés non pas avec des produits pharmaceutiques, mais à base des plantes révélées directement avec des traitements spéciaux. Vincent de Paul Koubemba nous emmène dans quelques compartiments de cet hôpital. L'hôpital de Dieu, apportant des soins par les plantes révélées, est une structure située sur l'avenue des Pylones à Mukondo-la-Base. Simone Onyala et le professeur Lévi Makani sont les responsables de cet hôpital de Dieu. Ils nous parlent de l'organisation du travail. Quand le patient ou la patiente arrive, elle vient avec ses 100 francs de carnet. Elle va acheter le carnet ici sur place. Et dans le carnet, si on a presque des scarifications, ce qu'on dit samba, dans la salle de scarification, on a des gilettes neuves et c'est pour vous acheter votre lame de gilette au prix de 50 francs. Ça, c'était un don de Dieu, cet hôpital. Et vous avez entendu que nous sommes à la 36e année de l'existence de cet hôpital. Il n'a jamais été ici toujours. Et nous sommes ici, ça fait 13 ans que nous sommes ici. 25 ans ou 23 ans, l'hôpital était à Wenze, à la rue Mboko. Ce n'était pas construit, c'était juste la parcelle de quelqu'un où nous ne louions pas, mais enfin on habitait là-bas. On faisait toutes les activités là-bas. Ce matin, il y a 133 qui sont arrivés. Il y a d'autres qui vont arriver. On va arriver certainement au nombre de 200. Et les jours, les jeudis, où tout le monde vient chercher les médicaments, on dépasse largement le chiffre de 200, 300 malades. Dans la salle de réception, ces tableaux où sont cochés les commandements de Dieu qui rappellent à tous que l'environnement est religieux. Existant depuis 35 ans, l'hôpital comprend plusieurs directions. Des directions pour la cure d'âme, le service de réception et une direction de scarification. Lundi, mardi et jeudi sont les jours où l'hôpital ouvre ses portes pour recevoir les patients. Tout patient qui arrive pour la première fois reçoit ce premier traitement en pleine préparation, une sorte de vaccin. C'est un hôpital qui soigne par les plantes révélées. La dose est-elle respectée? Nous traitons à base de tisanes. C'est que chez nous, tout est gratuit. On donne les tisanes gratuitement. Toutes les pathologies qui sont soignées ici. Venez les jeudis. Ce n'est pas tous les jeudis, mais quelques jeudis, il y a des témoignages qui sont donnés ici. Des témoignages de guérison. Des témoignages des mamans qui ont eu des enfants. Des témoignages des gens qui sont venus ici pour la prière, qui n'avaient pas de travail et qui ont eu du travail. Des guérisons, des témoignages de toutes sortes. Donc, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui ne serve à rien. Pour cette première vague, 133 patients ont été reçus
Et avant toute chose, la prière est de mise. Nadine a souffert de kystes et myomes. À défaut de se faire intervenir, elle a trouvé la guérison au bout d'un mois. Elle nous parle de son témoignage en lingala. J'avais 4 kystes. Je suis allé me faire consulter chez le docteur Ndinga à l'hôpital Blanche Gomez. Après l'échographie, le diagnostic a révélé la présence des kystes et myomes. Et la solution, il faut que je subisse une intervention chirurgicale. Par faute de moyens, j'ai commencé à prendre un traitement. Pendant ce temps, je me suis vu avec un papa qui m'a parlé de l'hôpital de Dieu. Je me suis rendu à cet hôpital. J'ai été bien reçu. À partir de Dieu même, j'ai commencé à suivre les 2 traitements. 10 jours après, j'ai constaté un changement. En pleine nuit, j'ai senti l'apparition des 3 kystes. Cela a été un motif de satisfaction pour moi. Le 4e kyste est sorti il y a quelques jours. Je remercie Dieu pour ce miracle. Les 10, le 20 mai, L'hôpital de Dieu est une structure reconnue au ministère de l'administration du territoire et le ministère de la Santé. À ses débuts, le centre de soins par les plantes révélées s'appelait Hôpital Œcuménique. « 72 milliards 794 millions de francs CFA, c'est le budget exercice 2020 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il ressort de la session ordinaire budgétaire que la CNSS tient le coup malgré la crise qui sévit avec acuité dans le pays. Théodore Balossa, Henri Mavama. Malgré la crise qui sévit au Congo et dans la quasi-totalité des pays du monde, la Caisse nationale de sécurité sociale a réussi à maintenir le niveau de ses activités et le budget 2020 arrêté en recettes et en dépenses à la bagatelle de 72 milliards 794 millions de francs CFA est en hausse par rapport à celui de l'année 2019 écoulée. C'est la substance à retenir du compte rendu de la session ordinaire budgétaire de la CNSS tenue ce jour à Brazzaville avec à la clé cette affaire passée au peigne fin par les participants. L'inspecteur général de la CNSS, Claude Isdor-Miré, sur ce compte rendu. Le Conseil a adopté le plan d'action 2020 de la CNSS qui comprend 11 actions s'articulant autour des 3 axes prioritaires ci-après. 1. La consolidation de la gouvernance avec un accent particulier sur la rationalisation des charges d'exploitation et le renforcement des contrôles dans tous les domaines. 2. La redynamisation du recouvrement afin de garantir la capacité opérationnelle de l'organisme. Et 3. La poursuite de la promotion de la sécurité sociale avec 2 volets. L'extension de la couverture sociale aux populations actives non couvertes et la promotion de la prévention des risques professionnels. A noter que 4 délibérations et une recommandation ont été adoptées à l'issue des travaux ouverts et clos par Georges Emmanuel Zoula, président de séance en lieu et place du président du conseil d'administration de la CNSS, Christian Barros, empêché. Après avoir acquis un site, les statisticiens s'emploient à lancer les travaux de construction de leur siège. Outre le siège de l'Institut national de la statistique et du Centre d'application de la statistique et de la planification, d'autres questions, notamment celle de l'amélioration du système de la statistique nationale, ont été abordées par ces cadres statisticiens. Morel Mabeli. Le projet de construction du complexe de l'Institut national de la statistique, INES, et du Centre d'application de la statistique et de la planification, CASPE, a été présenté à la presse. C'était lors de la télé de validation du plan sur 5 du dit complexe.
plus de 13 milliards de francs CFA. C'est le coût global de ces travaux cofinancés par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le directeur de cabinet du ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, président du comité de pilotage du PESTAT, Ferdinand Sosten Likuka, dans son speech a indiqué que ce siège permettra l'amélioration du cadre institutionnel et organisationnel du système de statistique nationale qui est un maillon essentiel pour le développement d'un pays. Le système statistique national est un maillon essentiel pour booster le développement d'un pays. Cet objectif ne saura être atteint que si l'Institut national de la statistique dispose d'un cadre approprié de travail. D'où l'intérêt particulier de construire un complexe immobilier devant abriter l'INES et le CASP. Ce besoin de construire un complexe INES-CASP, formulé par les autorités congolaises, a été accueilli favorablement par la Banque mondiale. C'est dans ce contexte qu'en date du 9 avril 2019, le gouvernement et la Banque mondiale ont conclu un accord de financement additionnel de 20 100 000 euros, soit environ 13 184 750 700 pour être au centime près, et en dollars, ce qui donnera 25 millions de dollars US. Après cette présentation, la délégation du ministère du Plan s'est déportée au site du foyer du TP à Mpila, lieu où sera érigé ce complexe. Les techniciens nous ont dit que 40 maraîchers et 10 équipes de football seront indemnisés sur ce site. Pour l'heure, ils sont à l'étape de l'identification des bénéficiaires. Ouvrant ce dossier, Libye, Brazzaville, comme vous le savez, vient d'abriter les travaux de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, président de ce comité. L'objectif a été de rechercher des solutions afin que ce pays, meurtri par des années de guerre, retrouve la paix, car jusque-là, les résolutions prises manquent toujours de leur effectivité. Jusqu'à Maungu, Anissé Mongala. Serait-ce la bonne tant plusieurs rencontres sur la Libye n'ont débouché sur des résolutions scrupuleusement mises en application. Déjà à Brazzaville, à l'ouverture des travaux de cette 8e réunion du comité de haut niveau sur la Libye, Rassam Salamé se désolait déjà de la situation actuelle, malgré les décisions prises. Aujourd'hui, des dizaines de cargos et d'avions atterrissent dans les bases de Benina et de Khadem en soutien à la LN, mais également des navires sont en rade, des corvettes sont en rade de Homs, de Misrata et de Tripoli à l'ouest. Toutes ces nouvelles ne sont pas bonnes parce qu'elles indiquent que le conflit libyen est devenu un aimant pour l'ingérence extérieure. Exemple, l'embargo sur les armes décidé depuis 2011 et réaffirmé tout dernièrement à Berlin n'est toujours pas respecté. Les pays interventionnistes de la Libye, pourtant présents à la rencontre de Berlin, sont toujours actifs sur le terrain et le président de la Commission de l'Union africaine d'appeler à la responsabilité historique des Libyens. Je voudrais pour finir insister sur le rôle primordial des Libyens dans le succès de ces plans. Je voudrais en l'occurrence leur adresser un appel fraternel pour qu'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire et devant le peuple pour une sortie de la grave crise dans laquelle leur pays s'est embourbé. De son côté, Denis Sassou Nguesso, le président du comité de haut niveau sur la Libye, d'appeler de tous ses voeux à la tenue du forum de réconciliation interlibyen. Depuis le déclenchement de la crise, on dénombre officiellement 173 000 Tripolitains qui ont quitté la capitale libyenne. Ce chiffre serait même minimisé et serait même multiplié par 3. Denis Sassou Nguesso, le président de la République et président de ce comité, a lancé un appel à l'occasion pour que la Libye soit au cœur des priorités des questions de paix de l'Union africaine. On l'écoute. Notre sens de responsabilité nous invite à l'action afin d'intégrer les
les évolutions récentes de cette crise dans notre démarche. Notre devoir pour l'Afrique nous interpelle encore aujourd'hui à hisser et graver la question libyenne au niveau de priorité absolue dans les agendas de l'Union africaine et des Nations unies en matière de paix et de sécurité. D'ores et déjà, je me réjouis de la qualité de l'engagement de notre comité au service du retour de la paix en Libye. Pour des avancées plus significatives, l'Afrique doit s'imposer l'exigence de la cohérence en ce qui concerne la résolution du conflit libyen. Comme vous le voyez, plusieurs réponses ont été proposées dans la résolution de la crise libyenne et aucune jusque-là n'a apporté la solution sur le terrain. Dans ce reportage que Giscard Maungu nous propose, il épingle quelques pistes de solutions. 8 ans déjà que le conflit libyen dure et jusque-là pas toujours des sorties de crise et plusieurs propositions attendent toujours leur effectivité comme celle de l'ONU qui préconise une sortie de crise en 3 voies. Nous avons mis sur le chantier 3 voies de sortie pour les Libyens. La première est la voie économique et financière. La deuxième voie est la voie militaire. J'aurais dû être aujourd'hui peut-être à Genève en train de réunir la première réunion de ce qu'on appelle les 5+5. Enfin, il y a le processus politique et là je suis content de reconnaître que les 2 assemblées, très vite pour le Haut Conseil d'État de la semaine dernière et plus récemment, exactement hier après-midi, pour ce qui concerne la Chambre des parlements, ils ont commencé à choisir, ils ont fait même terminé pour ce qui concerne le Haut Conseil d'État. La conférence de réconciliation libyenne inclusive que l'Union africaine préconise entre autres traîne aussi à se concrétiser. À diverses occasions, réaffirmer sa position sur le rejet de toute option militaire et la préférence sans équivoque pour une solution politique négociée à travers une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive. À Brazzaville, les participants appellent à la cohérence de l'action africaine et ainsi réaffirmer la position de l'Afrique. Déjà, le 19 janvier dernier à Berlin, l'UIA a reçu mandat d'organiser le forum de réconciliation nationale interlibyen. Et d'ailleurs, un comité préparatoire de ce forum est aussi préconisé. Denis Sassou Nguesso, à l'ouverture des travaux, a même décliné sa feuille de route. Il nous faut mettre en place le comité préparatoire y afférent et chargé de définir la qualité et le nombre de participants. Préparer le budget du forum. Élaborer le projet de règlement intérieur. Proposer la période de transition. Présenter l'avant-projet de constitution, suggérer la date du référendum constitutionnel, concevoir le projet de code de bonne conduite pendant la période électorale, proposer l'architecture institutionnelle de la période de transition, proposer la date des élections présidentielles, législatives et locales. Reste à le rendre effectif. Après la cérémonie d'ouverture où les 2 têtes belligérantes étaient absentes, les différents participants ont commencé leurs travaux à huis clos. Et là, la présence remarquable du Premier ministre libyen Fares al-Sarraj était signalée. Quant au général Khalifa Haftar, le grand absent, il a envoyé un représentant.
Parlons toujours de la Libye. De son côté, le président djiboutien, qui a également pris part à ces assises de Brazzaville, a stigmatisé les résolutions proposées ailleurs et appelle à la recherche de la réponse africaine. Dès le début de la crise en Libye, l'Afrique a été marginalisée et mise à l'écart de tout pour parler. On dit que la nature a horreur du vide et nous, Africains, avons laissé la place à une pluralité d'intervenants extérieurs au continent, pensant que c'était une solution. C'est triste, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Néanmoins, ces interventions ont montré leurs limites aujourd'hui. Pire, la crise n'a fait que s'aggraver et la souffrance du peuple libyen perdure à ce jour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a élaboré une architecture selon laquelle les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Telle a toujours été notre devise. Toutefois, il y a une évidence qui s'impose. La volonté de paix et l'engagement des parties libyennes constituent le moteur de toute solution durable afin de rétablir la paix de Tripoli à Benghazi en passant par Tobrouk. Cette 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye recommande une solution politique et rejette carrément une réponse militaire à la crise. Jean-Claude Gakoso, il est le ministre des Affaires étrangères du Congo, sur le communiqué final. Les membres du comité ont rappelé la décision de la 32e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 10 et 11 février 2019, soulignant le rôle clé des Libyens eux-mêmes dans la recherche d'une solution durable au conflit et la nécessité qui leur incombe de s'approprier le processus pour mettre fin à la crise. En outre, le comité a rappelé la décision de la 883e réunion du CPS, donc du Conseil Paix et Sécurité, tenue le 27 septembre 2019 au niveau ministériel, qui rejette l'option militaire et se prononce clairement en faveur d'une solution politique négociée. La réunion a suivi un rapport préliminaire du président du comité de haut niveau sur les activités du comité. Elle a également suivi une communication faite par le président de la commission, ainsi qu'une présentation faite par le commissaire à la paix et à la sécurité sur la situation en Libye. Le comité a salué les conclusions de la réunion de Berlin et s'est félicité des conclusions de la réunion de coordination des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, tenue à Alger le 23 janvier 2020. Les membres du comité ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la dégradation de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en Libye, rendant les conditions de vie des populations de plus en plus difficiles. Une situation qui nourrit les réseaux terroristes, criminels et autres trafiquants d'êtres humains et qui déstabilise plusieurs pays de la sous-région. Le comité a réaffirmé sa solidarité avec le peuple libyen, son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité nationale et à son indépendance. Le comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'abriter le forum de réconciliation nationale, tout en rappelant la décision prise précédemment par la conférence des chefs d'État d'organiser ce forum à Addis Abeba. Le comité a apprécié les efforts des pays voisins de la Libye et les sacrifices consentis pour venir en aide aux populations libyennes affectées par la crise. Et on appelle à la poursuite de cet effort en conformité avec les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le comité s'est engagé en faveur du dialogue politique libyen en rappelant l'urgence
d'un dialogue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promouvoir la cessation des hostilités et la recherche d'une solution libyenne à la crise, prenant en considération les intérêts supérieurs du peuple libyen. Le comité a condamné fermement la poursuite des combats dans la capitale Tripoli et dans ses environs. Il a réitéré l'urgence d'un cessez-le-feu complet et effectif, accompagné d'un mécanisme de surveillance dans lequel l'Union africaine sera associée. À cet effet, le comité a appelé les États membres de l'Union africaine à déployer des observateurs militaires, une fois les conditions réunies, pour participer au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et être en lien avec les parties libyennes. Le comité a condamné la poursuite des interférences extérieures en Libye au lendemain des engagements pris à Berlin et a renouvelé son appel à tous les acteurs extérieurs pour qu'ils cessent immédiatement toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, notamment la livraison d'armes et le recrutement des mercenaires qui exacerbent la crise avec des conséquences sur la vie des populations et qui menacent les intérêts fondamentaux du peuple libyen et ses aspirations légitimes à la paix, à la liberté, à la démocratie et au développement. Alors que se tenait cette réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Brazzaville ici, la France et la Turquie s'accusaient mutuellement d'être responsables de la situation dans ce pays du Maghreb. L'intervention de la France contre le colonel Kadhafi en 2011 en Libye et le chaos qui s'en est suivi amène la communauté internationale à chercher des voies et moyens pour sortir ce pays du Maghreb de cette crise militaire. La réunion de Brazzaville permettra de mettre en place les conditions d'un futur dialogue interlibyen. La situation empire et l'Union africaine s'emploient à jouer un rôle dans la résolution de la crise libyenne. Après ce qu'on pourrait qualifier d'échec, la réunion de Berlin en Allemagne sur la Libye, la réunion de Brazzaville a pour objectif de convaincre les protagonistes d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Pendant ce temps, la France accuse la Turquie d'avoir transporté des mercenaires syriens vers la Libye. Des accusations que le ministère turc des Affaires étrangères nie en bloc. Pour la Turquie, ces allégations du président français Emmanuel Macron s'expliquent par sa volonté de poursuivre son propre agenda en Libye. La France porte une large responsabilité dans la situation actuelle de la Libye à cause de son intervention militaire en 2011 et aussi à cause de son soutien militaire continu au maréchal Haftar. Un soutien militaire qui s'explique, d'après la Turquie, par la volonté de la France de faire main basse sur les ressources naturelles de la Libye. La France indique toujours la Turquie, dont tout le monde connaît le passé sombre en Afrique, doit cesser de soutenir le maréchal Haftar qui contrôle la plus grande partie du pays. La seule vraie façon de combattre l'instabilité dans la région est celle de combattre le maréchal Haftar, a signifié un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères. Changeons de chapitre, fait cette fois-ci pour parler des commerçants de Brazzaville. Les syndicats des commerçants, disons du Congo, exhortent les commerçants d'exiger un reçu quand il s'agit du paiement de la patente. Ces commerçants ont aussi, au cours de leur assemblée, abordé la question du 12e mois que les propriétaires des parcelles, magasins ou boutiques devraient payer. Morel Mabili. Les membres du bureau du syndicat des commerçants du Congo étaient face aux commerçants de Poto-Poto ce jeudi. Ils ont fait le point des activités menées en 2019. Ce syndicat dénonce la pression que les commerçants subissent de la part de l'administration. 11 administrations au total exercent le contrôle dans leurs boutiques. Le syndicat des commerçants du Congo exhorte les commerçants à exiger aux agents du ministère du Commerce l'ordre de mission et le reçu une fois qu'ils ont donné de l'argent. Donc ne prenez pas les patentes sans quittance, c'est pas bon. Demandez les quittances. Donc il ne faut pas donner l'argent dans la main des gens, il faut aller payer à la caisse. Il te dit, aux impôts, il y a ceux qui liquident les impôts. Et quand il dit donne l'argent, normalement il faut refuser. Tu prends ce qu'il a calculé, ce que tu as discuté, et après tu prends ton papier, là tu vas lui donner à la caisse, celle qui est à la caisse te tape.
les rubriques qu'il a signées, là, il te donne tes quittances. Donc, sur ce, vraiment, il faut que nous soyons sévères. Nous soyons sévères. Les patentes doivent être accompagnées des reçus, des quittances. Au cas contraire, ces commerçants doivent exiger la signature de l'administrateur maire de l'arrondissement. Le point chaud de cette assemblée générale a été le contrat de bail. Les commerçants demandent à la direction générale des impôts de regarder ce problème avec les propriétaires des parcelles qui refusent de payer le 12e mois aux impôts, comme le dit la loi. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat des commerçants du Congo. La situation qui nous préoccupe actuellement, c'est le contrat de bail. Donc nous avons demandé, nous avons dit aux commerçants de rester calmes parce qu'ils ont reçu des convocations auxquelles où le contrat de bail, le service d'impôt a fixé déjà les montants des loyers à 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. Nous les avions dit non, soyez calmes, ne vous agitez pas. Nous allons demander à la direction générale des impôts de permettre à ce que les divisionnaires convoquent les propriétaires des maisons et nous les locataires de ces maisons-là pour qu'on puisse éclater la vérité. La maison est payée à combien, que le propriétaire dise la vérité et nous allons payer parce que ce qui nous incombe c'est l'enregistrement. Sinon le montant à payer c'est le propriétaire de la maison qui doit nécessairement le payer. Les problèmes de quittance que les commerçants doivent exiger après le paiement de la patente et du compteur qui serait exigé à chaque tenancier de boutique à Poto-Poto par la Société Énergie Électrique du Congo sont passés au peine fin de cette rencontre. 30e anniversaire de l'Académie militaire Marien Ngouabi, la direction générale de cette académie organise à l'occasion plusieurs activités, à commencer par le don de sang de cette semaine. Je disais tout à l'heure que l'Académie militaire Marien Ngouabi célèbre les 30 ans de son existence. À l'occasion, il organise plusieurs activités, à commencer par le don de sang fait cette semaine. Je vois que nous avons des petits problèmes avec la régie. Nous allons parler en attendant qu'on nous lance l'élément sur l'Académie militaire des brasseries du Congo. Après Ngok Black, les brasseries du Congo qui ne cessent d'innover viennent encore de lancer sur le marché un nouveau produit au grand bonheur des amoureux de la bière. Il s'agit de la Ngok 242 fièrement congolais. Ngok 242 est l'une des variantes par son profil goût de la Ngok classique. Irma Okondiou, qui a dégusté cette nouvelle bière, nous en parle dans ce reportage. Ngok 242 fièrement congolais est un nouveau produit que les brasseries du Congo viennent de mettre sur le marché. À travers cette bière, les consommateurs revendiqueront la fierté congolaise. La bière légère, de par son profil goût, est complètement différente de la Ngok classique. Ngok 242 au prix abordable de 500 francs CFA est une marque de bière au goût incomparable, ont indiqué les responsables de cette brasserie. Et les brasser avec le même savoir-faire, ce pour intéresser les consommateurs qui veulent affirmer leur patriotisme et qui ont le Congo dans leurs veines. Brice Armel Makosso, chef de vente et distribution régionale Brazzaville, revient sur les motivations de cette innovation. Les brasseries du Congo, nous avons notre défi, c'est de toujours veiller à la satisfaction totale de nos consommateurs. Et aujourd'hui, nous mettons sur le marché un nouveau produit, Ngok bien entendu, mais qui a une line extension de la Ngok qui est la maman. Et donc c'est un nouveau profil goût des consommateurs, mais qu'on n'a jamais mis sur le marché. Et suivant nos études effectuées, les résultats ont démontré qu'il y avait une opportunité sur cet axe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pensé mettre sur le marché la Ngok que nous avons appelée 242, mais totalement différente de la Ngok classique. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, quand un étranger arrive au Congo, la première bière qu'il a tendance à vouloir déguster, c'est la Ngok. Parce que c'est une bière qui a été brassée par les Congolais pour les Congolais. Aujourd'hui, ce n'est que normal que nous puissions revendiquer cette fierté nationale. Voilà pourquoi vous avez vu sur les banderoles fièrement congolais. C'est parce que la Ngok, de façon naturelle, c'est son identité. Depuis toujours, depuis 1988, cette bière est sur le marché congolais. Pour les grossistes,
des produits des brasseries du Congo présents à cette cérémonie sont plus que satisfaits, car cette innovation garantira une bonne fréquentation des clients dans leurs différents points de vente. C'est un bon produit, le goût il est très bon. Donc il y a l'angok 65 centilitres et là il y a le volume de 50 centilitres et il porte le code de notre pays, il porte l'emblème de la République. Donc c'est une bière des Congolais. Lorsqu'on a façonné l'angok par un Congolais, moi j'étais présent, j'ai dégusté. Et lorsque je déguste cette angok-là, je retrouve sa première saveur de l'angok. Et que cette saveur-là aujourd'hui, je me retrouve dans l'angok. Comme je suis Congolais, je me retrouve dans cette saveur de la première bière ngok et à la 242. Là, je me retrouve. Je suis satisfait du goût et je suis satisfait du produit que la brasserie met à la disposition de sa clientèle. Il est à noter qu'en dehors de l'angok classique qui a été produit vers les années 80, il y a d'autres variantes de cette marque qui sont actuellement sur le marché, parmi lesquelles l'angok black et désormais l'angok 242. Et puis, il n'y a pas eu cours jeudi à l'école publique 31 juillet 1968 de Mpila. Et pour cause, le barba proche de cet établissement scolaire qui présentait déjà un danger réel a été déraciné à la suite d'une bourrasque. Et les dégâts matériels sont considérables. L'arbre vieux de 80 ans a obstrué le passage au portail et les élèves et enseignants étaient obligés de rebrousser chemin. Armand Sanza. C'est la fin d'une histoire de l'arbre le plus vieux de Mpila. En effet, le vent qui a soufflé dans la nuit de jeudi à vendredi a fini par déraciner ce baobab, vieux de plus de 80 ans, juste à côté de l'école 31 juillet 1968. Les dégâts sont considérables. Portail principal entièrement endommagé, une bonne partie du mur à l'entrée de l'école fissurée. Quelques branches qui sont tombées ont barricadé la voie, ne donnant aucun accès aux enseignants et élèves de franchir la cour de l'école, obligés de rebrousser chemin alors que les élèves allaient composer ce matin. Témoignage. Du quartier, je dormais et du coup j'ai senti du bruit dehors. Moi je pensais que c'était les branches qui étaient tombées. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que l'arbre était tombé par terre. Et du coup ça a causé les dégâts. Et on est un peu content parce que ça ne produisait rien ici dans le quartier. Sinon ça nous causait des fissures dans le mur partout là. C'est juste ses racines, voilà. Le chef du quartier 61 Pila, zone 1 Chakona, Léonide Eyobele, avait déjà informé les autorités sur le danger de l'arbre. Mais il n'a pas été entendu. Il y a de cela près de 6 ans, j'avais déjà vu le danger. J'avais voulu qu'on abatte cet arbre-là. Les gens ont dit non, mais il faut de façon traditionnelle voir les chefs derrière, tout ça là. Que ça gardait le quartier, machin, tout ça là. On a dit non. Et maintenant là, vous voyez ce que ça fait, les dégâts que ça a causé. Le danger est permanent. Or, la mairie doit être regardante. Le baobab est tombé après avoir résisté à plusieurs vents et tempêtes, au grand soulagement de la population de Mpila. Car la plupart des habitants du quartier parlent d'une délivrance en faisant un lien spirituel entre leur situation sociale et l'arbre qui était en quelque sorte une source de malédiction et d'envoûtement pour eux. Les gens disaient que non, et c'était un arbre qui bloquait les gens. Parce que c'est un constat aussi qu'on a fait. Tous les gens de Mpila, même nos grands frères qui sont ici, nos sœurs, quand ils sortent ailleurs, et du coup ils reviennent sûrement dans le quartier, ils peuvent prendre l'initiative de sortir, aller louer ailleurs, et après quelques mois, il va revenir dans le quartier. Avec les filles aussi, c'est pareil. Il peut trouver un bon mari, mais c'est le désordre qui se fait. Aussitôt informés, les services d'Averda sont descendus sur les lieux pour élaguer les branches afin de permettre aux enseignants et élèves de reprendre les cours au plus tard ce lundi. L'objectif du jour, c'est de dégager l'entrée principale, chose faite d'ailleurs. Ensuite, regarder dans les prochains jours comment tailler l'arbre, sinon les branches, dans les normes de l'art, afin de libérer l'espace. Blandine Nyanga, fille du quartier et parente d'élèves, sollicite les services de la police pour sécuriser les lieux. Nous demandons la contribution du commissaire pour qu'il nous place vraiment
les amis de la sécurité ici, les policiers ici, pour garder l'école, quoi. Le baobab est tombé par négligence des pouvoirs publics, alors que le Code de l'environnement, dans son article 4, dit que quand il y a des vieilles constructions, des arbres qui constituent un danger public, la mairie devrait procéder à démolir ou faire abattre ces arbres vieillissants et historiques. Malheureusement, il n'y a pas de suivi et de contrôle à ces règlements. Entre-temps, les dégâts continuent à faire mal au grand désarroi des populations. Et puis je vous le disais, 30e anniversaire de l'Académie militaire à Mayangwabi. La direction générale de cette académie a organisé ou organise depuis quelques activités ici dans la capitale, à commencer par le don de sang. Suivez. Dans le cadre des activités liées aux 30 ans de la création de l'Académie militaire Mayangwabi, 300 élèves officiers ont fait un don de sang ce vendredi. Ces soldats se sont donnés à cœur joie pour faire ce geste philanthropique, car du sang donné est une vie sauvée. Ils se sont exprimés à notre micro. On le fait parce que c'est comme ça, hein, parce que Dieu nous a... Parce qu'il y a les gens qui manquent le sang. Naturellement, Dieu nous a fait cette grâce-là d'avoir suffisamment de sang. Et voilà pourquoi. Comme la santé a demandé qu'on puisse donner aux autres. Alors, à volonté, on le donne. Hein. C'est comme ça que nous avons jugé pour te donner à ceux qui en ont ça besoin. Nous sommes en train de faire un don de sang. C'est pas pour la première fois et je n'ai pas peur de faire un don. Faire le don de sang n'est pas mauvais. Au contraire, faire le don de sang, c'est une bonne action, car une poche de sang donnée correspond à une vie sauvée. Le docteur Maurice Yoka du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, exhorte toute la population congolaise à faire don de leur sang, car nos hôpitaux ont besoin énormément de poches de sang. Je tiens d'abord à remercier les autorités de l'armée parce que sans eux, on devait avoir des difficultés pour recouvrir la ville de Brazzaville. En tout cas, l'armée fait un effort pour nous aider à avoir les donneurs et nous souhaitons que le reste, les civils puissent enjamber le pas pour sauver, parce qu'il y a certains qui le font, mais que les civils puissent enjamber le pas pour sauver nos parents. Parce qu'il faut normalement, pour couvrir Brazzaville, il faut plus de 200 sachets par jour. Plus de 200 sachets par jour. Ces activités cadrent aussi avec le paradigme armée et nation destiné à rapprocher l'armée de la population congolaise. Depuis sa création, l'Académie militaire Mayangwabi est à sa 24e promotion d'élèves officiers. Ce lundi 3 février 2020, 200 soldats sont attendus au Centre national de transfusion sanguine pour faire ce même geste. Signalons que l'Académie militaire Mayangwabi a ouvert ses portes le 5 février 1990. La circulaire du Premier ministre sur la salubrité le premier samedi du mois est mal interprétée par certains d'entre nous, comme nous le dit Giscard Maungu, qui a assisté à des échauffourées entre un agent de la mairie de Djeri et des commerçantes. C'est le premier samedi du mois. Les Congolais étaient appelés à nettoyer leurs alentours. Très souvent, et c'est entré dans les habitudes, les commerces ne s'ouvrent pas avant 10 heures. Ici à Kintele, les agents de la mairie veulent empêcher ces vendeurs tant que 10 heures n'a pas sonné. Le Premier ministre avait dit, le premier samedi du mois, il faut faire la salubrité. C'est pas ça. Dans toutes les communes, c'est pas ça. Mais ici, on ne respecte pas ça. Regarde, on vend. Toi-même, regarde, tu filmes là-bas. Il est en train de vendre. Et pour ceux qui n'obéissent à la loi, tant pis. Là, les parasols sont ravis. Ici, certains avancent quelques raisons pour justifier leur présence. Et un peu plus loin, c'est un échange heurté. La femme vient de finir avec son travail de nettoyage, mais il n'est pas encore 10 heures. Elle a une urgence financière et veut commencer à vendre. Il est 9 heures passées. Ces agents de la mairie de Kintele s'interposent. Depuis l'application de la circulaire du Premier ministre, ces scènes sont fréquentes. La circulaire exige-t-elle au commerce de fermer jusqu'à 10 heures?
pas vraiment leur indiquer. Jusqu'à 10 heures pour ce travail de nettoyage est aussi objet à interprétation. Est-ce de 7 heures à 10 heures qu'il faut travailler ou dans la fourchette de 7 heures à 10 heures? Vous avez dû rectifier avec moi, il s'agissait des agents de la mairie de Kintélé et non de Diri qui étaient aux prises avec des commerçantes. La plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie exige la libération des activistes incarcérés à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse organisée dans la capitale. Devant la presse internationale et nationale, la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et la démocratie exige la libération immédiate de 5 activistes de la société civile congolaise incarcérés à la maison d'arrêt depuis le 23 décembre 2019. Une arrestation intervenue suite à leur soutien affiché sur les réseaux sociaux aux idéaux que prône une dynamique politique basée en France. Il s'agit de Incarner Espoir, dans le coordonnateur s'est déclaré officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Congo. Au regard de cette détention arbitraire, sans jugement, le membre de l'association de la société civile congolaise dénonce avec force l'incarcération arbitraire de Célestin Limvo Makele, membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol, chargé de communication section Pointe-Noire. Ce dernier a été arrêté le 22 décembre 2019 pour incitation aux troubles à l'ordre public sur la base de la loi sur les partis politiques, alors qu'il est ni dirigeant ni membre d'un parti politique. Par ailleurs, les 5 co-détenus inculpés pour un même motif, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, croupissent en prison sans aucun respect des droits de la défense, comme le soulignent les membres de cette association. Il veut établir un lien entre Céleste Limvo Makela et les autres, les 4 membres de Incarner Espoir. Parce qu'ils disent que les faits sont connexes, donc tant mieux les renvoyer au cabinet pour qu'ils gèrent le dossier en globalité. Nous voulons dire que Céleste Limvo Makela n'appartient pas à un parti politique, il est membre d'un mouvement de la société civile. Et encore pour les 4 qui appartiennent à un parti politique, Incarner Espoir, appartenir à un parti politique n'est pas aussi une infraction. Donc ça ne saurait être constitutif d'une infraction pour les garder là-bas. Notons que la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et la démocratie, association qui milite pour la démocratie et la justice au Congo, affirme que les accusations portées contre les 5 activistes sont à caractère politique. 14h ce lundi, Théodore Balossa. Moi, je vous retrouve à 20h30, toujours avec le même plaisir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne du Bassin du Congo.